Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre? L'ostéopathie est encore une pratique toute jeune et qui peine encore à se faire connaître et reconnaître. Et pourtant moi je trouve qu'elle a le mérite de nous interroger sur des nouvelles méthodes, sur des nouvelles approches du bien-être, de la santé et aussi une nouvelle façon d'appréhender notre corps comme un tout. C'est pour toutes ces raisons que je voulais interviewer un ostéopathe depuis longtemps. Et puis évidemment, comme j'aime bien me rajouter des challenges, je me suis dit que ça serait encore mieux d'interviewer une ostéopathe animalière. Et c'est précisément le métier qu'exerce Mathilde depuis 7 ans, en libéral, alors sur les chevaux, mais surtout sur les chiens et les chats. Métier passionnant qui nécessite de développer des aptitudes immenses d'observation, d'adaptation et de capacité aussi à communiquer avec son patient sans les armes habituelles de la parole. Pas mal comme défi quand vous devez vous faire comprendre à un cheval d'une demi-tonne que vous lui tirez le membre inférieur, qui le fait souffrir, mais que tout ça c'est pour son bien. Et puis bien sûr, un métier qui nécessite une connaissance parfaite de l'anatomie de chaque espèce. Anatomie osseuse, mais pas que, musculaire, ligamentaire, et plus méconnu encore tout ce qui concerne les flux et tout ce qui est fascia. Enfin, on aura l'occasion d'en discuter pendant l'épisode. S'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour corriger tous les a priori sur ce métier, les lignes bougent et le travail ne manque pas à Mathilde. Preuve aussi que la recherche du bien-être global de l'animal est grandissante, et c'est tant mieux. Mathilde, un grand merci pour ta disponibilité et puis aussi ta passion contagieuse. Et surtout, alors si l'épisode te plaît, n'oublie pas le commentaire sur la plateforme de podcast, Spotify, Apple, YouTube, pour ne citer que. Et puis bien sûr, n'oublie pas le bouche à oreille. Parle de nous et de cet épisode à tous ceux qui, comme toi, sont des curieux de la vie et adorent découvrir des gens différents. Et puis invite-les à venir constater avec nous que la diversité qui nous entoure, elle est plutôt canon. Allez, c'est parti. Salut Mathilde. Salut Julie. Je suis ravie de te recevoir. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Alors, Mathilde, je te présente en 2 mots, mais le but de l'exercice, ça va être quand même que tu te présentes. En tout cas, tu es ostéo-animalier depuis plusieurs années et aussi podcasteuse, donc on va aussi parler de ton aventure. On en reparlera bien sûr pendant l'épisode. Alors, je t'avoue avoir hâte que tu m'expliques un peu tout ça, tout le monde de l'ostéo que j'ai découvert finalement il y a quelques mois seulement et plutôt sur les humains. Alors, autant te dire qu'il puisse exister des ostéos qui font ça sur les chevaux, sur les poules, même sur les serpents. J'ai vu une vidéo qui m'a hallucinée. Me laisse un peu sans voix encore et donc j'ai vraiment hâte que tu nous expliques tout ça. En préparant l'interview, j'ai découvert que cette science était finalement assez récente et qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire pour qu'elle soit connue et reconnue. Et du coup, ça me plaît bien parce que je me dis que c'est tout l'objet du podcast, de nos podcasts respectifs. Donc, c'est très chouette. D'ailleurs, je dis science, mais je voulais juste terminer l'intro en citant en fait une personne que j'ai lue, Andrew Taylor Still, qui est le fondateur de l'ostéo, que je ne connaissais évidemment pas il y a encore 2 semaines, qui disait qu'en fait, l'ostéo, c'était comme une science, un art et une philosophie. Et je me suis dit que du coup, j'avais beaucoup à découvrir, qu'il y avait plein de trucs à raconter sur l'ostéopathie. Après cette longue introduction, Mathilde, je te propose de commencer en douceur et puis de démarrer en nous racontant qui tu étais petite et surtout quel métier tu rêvais de faire, tu vois, quand tu étais petite. Oula, alors, qui j'étais petite? Alors j'imagine que j'étais toujours moi, petite Mathilde, assez timide. Ce que je voulais faire, c'est vrai que j'aimais beaucoup les animaux, mais je pense comme beaucoup de petites filles, je faisais du cheval. Je ne voulais pas forcément être vétérinaire. On pense tout de suite au métier de vétérinaire quand on est petit autour du milieu animalier. Il y a un moment, j'ai voulu être palefrenier, donc c'est soigneur animalier, c'est lui qui s'occupe des box et des chevaux, en plus des cavaliers. Et puis, j'ai voulu être encore plus petite, je voulais être chanteuse à cheval. Je me rappelle, je disais ça avec ma sœur. Ah ouais. Ça veut rien dire, hein, chanteuse mais à cheval. Donc, en tout cas, c'était autour du cheval. Ouais, il y avait quand même un truc avec le cheval. Ouais. Et puis après, en grandissant au lycée, je me suis dit, pourquoi pas vétérinaire? Mais c'était surtout le côté pratique et le côté reconnu autour des animaux. Et puis pourquoi pas architecte aussi, parce que je suis dans des études scientifiques. J'ai fait un baccalauréat scientifique S. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être aussi sympa de faire ça. Et alors, à quel moment, enfin, tu vois, tu as découvert le métier d'ostéopathe. Enfin, à quel moment il s'est présenté en fait dans ton parcours? Et voilà, à quel stade, etc.
Donc j'ai commencé l'équitation, j'avais 10 ans, donc je faisais du cheval dans un poney club. Et ensuite, c'est vraiment devenu une passion pour moi. J'ai augmenté, j'ai passé des galops, j'ai augmenté de niveau, j'ai fait des compétitions en saut d'obstacles. Et ensuite, de temps en temps, il y avait l'ostéopathe qui passait dans les écuries et qui allait en fait soigner les chevaux qui avaient mal au dos, qui avaient mal quand on mettait la selle. C'était souvent le mal de dos qui revenait. Et je me suis dit, ah, c'est sympa ce métier, mais je l'envisageais pas forcément, mais je trouvais ça intéressant. Puis j'ai une prof d'équitation qui s'est lancée dans ces études-là. Donc elle a pu m'expliquer un petit peu plus ce que ça représentait. Et t'avais quel âge là à ce moment-là, Mathilde? J'étais au lycée, donc j'avais entre 15 ans et 17 ans. T'avais pas enclenché encore les études secondaires Non. après bac, mais tu commençais déjà à sérieusement te poser forcément des questions sur l'orientation, quoi. Ouais, mais bon, tout le lycée jusqu'en terminale, je ne savais pas vers quelle filière m'orienter, hein. Je trouve que c'est hyper dur de savoir quel métier choisir. On ne connaît pas du tout tous les métiers qui existent. On se dit... Et puis, on cherche souvent quel métier a des débouchés. Et puis, voilà, le conseiller d'orientation, c'est ah, t'as des bonnes notes, tu peux tout faire. Mais super, mais du coup, je peux tout et rien faire. Enfin, ça ne nous oriente pas. En tout cas, moi, je n'ai pas été orientée. J'étais une bonne élève, donc oui, je pouvais tout faire, mais savoir ce que je veux, c'est compliqué aussi. Savoir ce qu'on aime vraiment profondément. Et donc, je me suis dit que c'était un métier qui m'intéressait en terminale, ouais. Mais je suis quand même partie en prépa veto ensuite, parce que le métier d'ostéopathe animalier n'était pas reconnu. Il était reconnu uniquement si on était vétérinaire. Donc, vétérinaire, ostéopathe, c'était quelque chose de reconnu. Ostéopathe exclusive, même s'il existait des écoles à l'époque, peu, mais il en existait. C'était pas quelque chose de reconnu. C'était pas illégal, mais c'était pas légal. C'était dans un petit flou comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, pas rassurant quand tu es jeune et tu as forcément envie de pouvoir t'asseoir sur un diplôme et pouvoir te rassurer sur le fait que toi ou tes parents, etc. Exactement, c'est moi, mais aussi les parents. Franchement, quand on est jeune, le regard des parents compte énormément. Puis c'est des écoles privées, donc payantes. Et donc il y a un coût. Et donc si derrière c'est un métier qui n'est pas reconnu, ça fait d'autant plus peur, je trouve. Donc du coup, après le bac, tu es partie vers des études de vétérinaire. Voilà, j'ai fait prépa veto. Donc prépa vétérinaire en France, c'est 2 ans. Et à la suite de ça, il y a un concours qui peut nous ouvrir les portes des 4 écoles vétérinaires en France. Mais ça ouvrait aussi à d'autres écoles en agro, en chimie, en ingénieur, en géologie. C'était pas uniquement, c'était en 2010, c'était plus uniquement que pour les écoles veto, la prépa veto. C'était vraiment, ça ouvrait à autre chose. J'ai pas fini la première année et j'étais trop loin dans le classement et c'est très, très, très compliqué d'avoir une école veto. Il y a une sélection de dingue. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour les nerfs, c'est très dur la prépa veto. Franchement, ouais, je pense que c'était la pire année de ma vie, clairement. Par contre, ensuite, du coup, j'ai embrayé sur l'école d'ostéopathie l'année d'après. J'étais prête. J'étais prête. J'avais une méthode de travail incroyable. Voilà, donc c'était terrible, mais ça a été, comment on dit, ça m'a aidé pour mon travail personnel. Très formateur, quoi. Voilà, c'est formateur, très recherche. Formateur. Ouais, je pense que la prépa, c'est vraiment... Toutes les prépas sont comme ça. C'est hyper structurant. Enfin, après, tu sais ce que ça veut dire travailler. Ça, c'est sûr et certain. Tu as une espèce de rouleau compresseur de boulot qui est assez incroyable, quoi. Ok, alors du coup, tu pars dans l'école. Comment tu as choisi cette école? Alors donc, attends, que je me trompe pas, à cette époque-là, c'était déjà reconnu ou pas? Toi, non, pas du tout. l'école d'ostéopathie. Quand tu l'as fait, tu t'es... Ok, donc, choix hyper déterminant. La loi a reconnu le métier comme existant, je crois que c'était 2011. C'est ça. Mais ensuite, les décrets sur un diplôme, c'est pas un diplôme, mais c'est une reconnaissance des compétences, 2017. 2017, voilà. C'est ça, il y a un écart énorme. J'ai été diplômée en 2015. Ok. Alors, dans ce contexte-là, comment tu as trouvé cette école? Comment tu as choisi parmi toutes les écoles qui existaient pour être rassurée sur le bien fondé, tu vois, du diplôme, quoi? Je connaissais pas toutes les écoles, mais comme je te disais tout à l'heure, j'avais une prof d'équitation qui avait fait cette école, qui était partie dans ces études-là. Et donc, j'ai suivi parce qu'elle m'en disait que du bien. Et je me suis dit, j'avais confiance en elle de par les années d'équitation. Donc, je l'ai suivie dans cette école à Rouen. Ok. Et dans cette école, vous apprenez quoi exactement? Alors, à l'époque, je pense que maintenant, ça a ouvert sur plus d'espèces. Mais à l'époque, c'était vraiment 80% sur les chevaux. Donc, une école d'ostéopathie, c'est 5 ans
d'ostéopathie animale. Donc, on n'apprend pas du tout sur les humains. C'est vraiment uniquement sur les animaux. À l'époque, c'était vraiment 80% orienté chevaux et le reste chiens. Je pense que maintenant, il y a énormément de chiens-chats parce que aussi, cette science, cette thérapie s'ouvre dans les habitudes des propriétaires. Mais à l'époque, c'était pas... Même moi, quand je suis rentrée à l'école, je ne savais pas que ça existait pour les chiens. J'étais vraiment partie pour l'ostéopathie équine. Et en fait, finalement, je suis pratiquement uniquement ostéopathe petits animaux, moi. Donc voilà, et après, c'est 5 ans. 5 ans où on entraîne sa main. Donc ce qui est bien, c'est qu'on entraîne sa main depuis la première année. Donc on rentre quand même tout de suite dans le concret. C'est super intéressant. C'est vraiment une école où on apprend un métier. Donc c'est tout de suite plus intéressant que le lycée ou la prépa qui n'est pas du tout concret, où c'est des maths, de la physique, de la bio, pure et dure. Et bon, c'est compliqué de se dire à quoi ça va nous servir dans la vie de tous les jours. Là, au moins, on sait pourquoi on le fait. Par contre, c'est vrai que les premières années, il y a énormément de choses à intégrer dans, dans notre cerveau, dans notre disque dur. Tout ce qui est anatomie, il n'y a pas forcément besoin de comprendre, il faut l'intégrer. Donc anatomie, physiologie, on a quand même de la physique au début, bien sûr, de la biochimie, tout ce qui est pharmaco, de la biomécanique, et puis bien sûr tout ce qui est la philosophie de l'ostéopathie, parce que c'est pas uniquement de la technique, il y a toute une philosophie autour de cette thérapie. C'est super intéressant, quoi. Et donc en 5 ans, et puis bien sûr après il y a des différences entre chevaux-chiens, il y a toute l'observation aussi, dynamique, puis après la pratique en elle-même, oui. Comment ressentir. Vous vous exercez sur des animaux cobayes. Enfin, quand je dis cobaye, c'est vous êtes avec un tuteur. Oui, alors on prenait nos animaux. Pour les chiens-chats, on pouvait ramener nos animaux, enfin surtout les chiens, parce que les chats, il faut déjà être bien expérimenté, parce que ça peut pas servir vraiment de cobaye, un chat, hein. Ça a plutôt caractériel, donc il faut déjà être expérimenté, je dirais, dans les 4e, 5e années. Donc on prenait nos chiens, sinon on peut se déplacer dans les élevages de chiens. Donc là, il y a des échanges qui se font avec des éleveurs, avec des refuges, dans les SPA. Et puis après, pour les chevaux, c'était dans les écuries ou dans les clubs d'équitation. Voilà, ça faisait un échange comme ça avec les gérants des écuries contre des soins pour leurs chevaux. Donc c'était gagnant-gagnant pour les deux côtés. Ouais, c'est sûr. Vous, ça vous permet d'expérimenter en réel et puis eux d'avoir accès à ces soins-là, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien nous décrire en quoi consiste l'ostéopathie pour tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de croiser un ostéopathe, même pour humains? C'est quoi votre mission? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, l'ostéopathie pour les animaux, c'est vraiment la même que l'ostéopathie pour l'homme. Elle a été ensuite transférée sur les chevaux au départ. Comme moi, je ne connaissais que l'ostéopathie équine quand je suis rentrée à l'école. Et en fait, bien sûr, ça peut s'adapter à tous les vertébrés. Donc après, depuis une dizaine d'années, sur les chiens et chats, ça se développe quand même pas mal. Donc, il faut se dire qu'un motif de consultation pour un cheval ou un chien ou un chat, ça peut être le même que pour nous. Donc voilà, c'est la même chose, l'ostéopathie. Donc c'est d'après Andrew Taylor Still, le fondateur, donc un art, une science et une thérapie. Donc c'est tout un concept holistique où on voit l'animal dans son ensemble et pas uniquement par sa maladie, par son blocage. C'est vraiment un équilibre global du corps qu'on cherche à rééquilibrer en fait par des jeux de tension, de pression et de fluidité entre toutes les différentes structures. Donc c'est ça. Vous êtes. Enfin, moi, ce que j'ai compris, ce qui pouvait me dire, parce que je cherche toujours les frontières par rapport aux autres métiers, en fait, qui peuvent intervenir sur un animal. Vous êtes uniquement sur de la manipulation externe. Manipulation externe, manuelle uniquement. On n'a pas le droit de prendre d'objets. Ok. Est-ce qu'il y a il y a beaucoup de points communs, je pense, avec l'ostéopathie humaine. C'est quoi la différence, en revanche? Il y en a Est-ce qu'il y a des techniques différentes ou c'est juste parce que le patient est différent? Alors, oui, donc on va venir souvent pour un mal... Enfin, on va venir où l'animal vient au cabinet pour un mal de dos, un blocage musculo-squelettique, une vertèbre bloquée, une boiterie. Donc ça, c'est ce qui revient souvent. La différence, c'est que l'animal, il parle pas. C'est la grosse différence. Donc on ne peut pas dire oui, mon animal a mal quand il fait ça, il a mal quand il fait ça. Déjà, c'est une interprétation de nous, ce qu'on va penser par rapport à notre animal. C'est tiens, aujourd'hui, depuis une semaine, il saute plus sur le canapé. Bah, c'est qu'il doit avoir mal. Mais parfois, il le dit pas, hein, il couine pas forcément, ça va juste être un changement d'attitude. Et donc, ça va être la différence flagrante, c'est que le propriétaire va être vraiment, va faire partie de la séance d'ostéopathie. Et ensuite, quand on fait la séance, l'animal, il a rien demandé non plus. Il a pas dit, je vais aller chez l'ostéo.
c'est son propriétaire qui l'amène ou alors qui nous appelle quand on fait du domicile. Donc là, il faut aussi faire en sorte qu'il soit consentant, même s'il ne l'est pas forcément, mais parfois il ne l'est pas et du coup on se sert de ruse, mais il faut vraiment que ce soit un moment sympathique pour lui. Donc il y a ça, le consentement, et après essayer de comprendre son corps, donc par l'observation. Il faut être très observateur. Je pense que ça, hein, l'observation, on doit l'être aussi en ostéopathe humain, mais animalier, je pense d'autant plus puisqu'il n'y a pas la parole. Il y a la parole du propriétaire, mais il y a du bon et du mauvais parce que c'est son interprétation de son animal. Donc parfois, il peut être très inquiet, en rajouter, ou parfois, il peut voir juste une chose alors qu'il n'a pas vu une autre chose, mais parce qu'il y a son biais de visibilité de son animal. Donc après, j'ai quelques clients qui m'amènent leur animal. Donc en fait, le propriétaire de l'animal, c'est le client et l'animal, c'est le patient. Donc j'ai des clients qui sont ostéopathes humains. Et c'est marrant, donc on échange sur les différences. Et en fait, ils me disent, c'est marrant ce que vous faites, c'est comme si moi, je faisais une séance d'ostéopathie sur un bébé. Donc ça ressemble. Il y a le propriétaire, les parents qui sont à côté, l'enfant, le bébé ou le chien qui ne parle pas et qui peut pleurer, qui peut couiner. Et puis il y a le propriétaire ou le parent qui traduit ses dires ou qui s'inquiète ou qui explique. Voilà. Donc ça... J'ai répondu par quelle est la différence par une ressemblance, mais voilà, ça ressemblerait à un truc de bébé. Ça correspond, enfin oui, ça répond tout à fait à la question. Et effectivement, il n'y a pas la parole pour donner confiance, pour expliquer le geste que tu vas faire à l'animal, en tout cas au patient. Mais effectivement, tu peux pas plus le faire sur un bébé, donc j'avais pas du tout pensé à ça. Et ce que je comprends aussi, c'est que finalement, c'est beaucoup par rapport à une normalité, c'est-à-dire c'est tout d'un coup un changement de comportement de l'animal qui va faire émerger un doute en fait chez le propriétaire et qui va du coup se dire oh là, il fait ça d'habitude, il ne le fait plus, donc il y a besoin d'aller voir un ostéopathe, quoi. Petite question, je me suis posé la question pourquoi ostéopathie, parce qu'en fait je trouve que dans ostéopathie, alors je connais pas trop le latin, etc., mais il y a beaucoup de notions d'os, et finalement tu dis bien que ça concerne tout, y compris les viscères, y compris les muscles, la physiologie, etc. Est-ce que ça c'est pas restrictif du coup? Enfin, pourquoi ce nom? Si le nom est très restrictif, ça s'est appelé comme ça depuis le début, donc les sciences de l'os, mais effectivement, c'est pas que ça, c'est très réducteur. C'est très réducteur, mais c'est son nom et on le garde. Mais c'est pour tous les systèmes, ouais, que ce soit crânien, viscéral, tissu mou, tissu dur, neuro, lymphatique, vasculaire, tout. Ouais, ok. Bon, c'est ce qui me semblait avoir lu, effectivement, que c'était un nom un peu frustrant parfois, mais c'était celui-ci. Dans les pathologies, là, effectivement, tu parles de boiterie, etc. Moi, j'ai vu qu'effectivement, les pathologies pouvaient être très, très larges, y compris des éléments où on ne s'attend pas à ce que le traitement puisse être de l'ostéopathie. Donc, par exemple, j'ai pu voir en fait chez les bovins ou les ovins d'ailleurs sur de la fertilité, des problèmes de fertilité, etc. Et j'étais étonnée en fait que ce puisse être des pathologies que vous traitez. Bah oui, ça rejoint la question précédente. Donc, comme en fait, on agit sur les différents systèmes, les motifs de consultation n'en sont pas moins vraiment très différents. Donc, ça peut être la fertilité, oui, on peut rééquilibrer le système hormonal, mais c'est pas forcément hormonal, la fertilité, ça peut être aussi l'organe en lui-même, ça peut être aussi un stress causé par autre chose, ça peut être énormément de choses. Donc, oui, même nous, en fait, on découvre des choses tous les jours et on se forme constamment et on se dit waouh, en fait il n'y a pas de fin dans l'ostéopathie, c'est vraiment incroyable. On commence dans l'école, on rentre en école d'ostéopathie, on se dit tiens, on va pouvoir remettre les os en place, rééquilibrer le squelette, remettre un bassin droit, le crâne droit, hop, les épaules, tac tac tac, l'animal il boite pas, il est droit, il saute droit, souvent pour le cheval ou le chien, c'est top, voilà. On veut qu'il ne boite plus, on veut pas qu'il y ait d'asymétrie. Mais en fait, plus on apprend et plus on se dit « Ah mais oui, mais il y a aussi le système digestif, on veut qu'il digère correctement, on veut que ses cycles soient bien. » Enfin, voilà. Donc, plein de choses. Et puis, plus on apprend, plus on expérimente et plus on voit qu'il y a plein de choses à faire encore. Donc, c'est vraiment passionnant. C'est ce qui m'a fait tilt quand j'ai vu effectivement qu'on pouvait intervenir sur des bovins. Et autant si tu veux, sur les chevaux, je me suis dit oui, il y a un réel intérêt parce que c'est quelque part, pardon, mais c'est un outil de travail. Donc, il y a des gens qui montent ou ils galopent. Donc, un problème de boiterie peut être vraiment embêtant. Mais je me suis dit, mais sur une vache, en fait, en quoi le propriétaire va être soucieux, en fait, que la vache ne boite plus. Et en fait, il expliquait que tout bêtement,
une vache qui est pas bien, elle produit moins de lait aussi. Donc ça va, c'est un ensemble, quoi. Donc ça rejoint vraiment ce que tu disais au tout démarrage. Alors, en termes de frontières par rapport aux autres intervenants sur un animal, à quel moment, tu vois, tu interviens par rapport à un vétérinaire? Est-ce que tu es appelé par les vétérinaires ou est-ce que c'est les propriétaires qui t'appellent directement? Tu vois, dans la chaîne de soins d'un animal, à quel moment tu interviens, toi? Alors, c'est comme en humaine. On peut venir en première intention ou on peut être référé par un vétérinaire. Dans tous les cas, même si on vient en première intention, au niveau de la prise de rendez-vous au téléphone, il faut poser les bonnes questions pour savoir si vraiment le cas clinique est un cas ostéopathique ou s'il ne faut pas aller vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie sous-jacente qui ne soit pas du ressort de l'ostéopathie et qui soit donc vétérinaire. Parce qu'il n'y a pas 10 000 métiers en animal, c'est veto, quoi. Donc de temps en temps, on fait un premier tri. Enfin, dans tous les cas, on fait un premier tri par téléphone. Et puis ensuite, il y a un deuxième tri quand on dit « Ah bah non, je pense que là, vraiment, c'est un cas ostéopathique ». Là, on le voit en séance. On va l'observer, on va le palper, on va le tester. Et à partir de là, à la fin de ce premier passage d'observation, de palpation, de testing, on va se dire, est-ce que je manipule ou est-ce que je manipule pas? Est-ce que c'est un cas pour moi ou est-ce que ce n'est pas un cas pour moi? Et voilà, et là, on peut référer une deuxième fois chez le vétérinaire. Si on sent qu'il faut aller, par exemple, s'il a de la fièvre, s'il y a une patte qui ne pose plus du tout. Ah là, on suspecte une fracture, on va dire, on va peut-être d'abord aller soigner la fracture. Voilà, s'il ne mange plus du tout, il n'urine plus, on se dit, là, c'est quand même une urgence vraie, vétérinaire. OK. Et est-ce que tu engages une certaine responsabilité? Tu vois ce que je veux dire? Justement, si tu ne diagnostiques pas le fait que, il faut aller vers un vétérinaire? Alors, l'ostéopathe, il ne peut pas diagnostiquer de maladie. Donc après, les maladies, toutes les pathologies, on les apprend pour savoir les reconnaître. Mais on ne dit pas, tiens, le chien là, il a une insuffisance rénale. On note par contre tous les symptômes. Il présente une fatigue, nanana, il urine beaucoup, nanana. On peut faire toute une liste comme ça des symptômes cliniques et puis après de la palpation, du testing, un truc vraiment très précis. Après, ça fait partie du code de déontologie. OK. Il y a un code de déontologie pour l'ostéopathe animalier et de faire du mieux que l'on peut et de savoir référer quand c'est pas de notre ressort. Voilà, OK. mais il arrive de faire des erreurs parfois parce que certaines choses peuvent être cachées. Comme dans toutes les sciences, hein. Voilà. Donc on est bien d'accord, tu n'es pas habilité, par exemple, à prescrire, genre des médicaments ou des radios ou des choses comme ça, hein? C'est Non. bien là où il y a une frontière et tu dois effectivement, Ouais. Après, proposer, je peux avoir des grosses suspicions sur, par exemple, des déchirures du ligament croisé antérieur. C'est ce qui arrive énormément chez le chien. Je peux avoir des grosses suspicions sur certaines pathologies, mais je ne vais pas le dire parce que c'est vraiment le vétérinaire qui va faire le diagnostic et qui va choisir son examen complémentaire. Le jour même, il va voir le chien, il va dire, ah là, on va faire radio, là, on va faire prise de sang. C'est pas à moi de définir ça. Non, moi, je dis, hop, allez voir votre vétérinaire et après, et par contre, je note pas ce que doit faire le vétérinaire, mais je note tout ce que j'ai vu. Et tout ce que tous les symptômes. Voilà, tous les symptômes, toute aussi l'attitude du chien, toute l'historique de l'animal, même si le vétérinaire le refait de son côté. Moi, je peux quand même, en tant qu'ostéopathe, on va avoir un palpatoire et un testing assez précis, assez subtil, qu'on peut transférer au vétérinaire et ça peut être intéressant OK. pour lui, pour son diagnostic aussi. Ouais, clairement. Et est-ce que dans les, patients qui t'arrivent, tu as aussi, de la prévention, tu vois? C'est-à-dire, pour le bien-être de l'animal, comme nous d'ailleurs, des fois on peut faire des séances d'ostéo en se disant, «J'ai pas mal, mais je veux juste remettre un peu tout d'équerre», histoire de, voilà, de prévenir des maux, futurs. Est-ce que ça tu en as? Tu en constates chez tes patients? Oui, oui, carrément. De plus en Ouais. plus. C'est pas la majorité des consultations, mais de plus en plus, j'ai j'ai des chiens, les chiens de sport, par exemple, les chiens de canicross. Ah bah tiens, on va faire 1 à 2 séances par an parce que mon chien, je le sollicite beaucoup. Et ben on va aller voir. Ou alors, tiens, j'ai un bulldog, donc j'ai quand même un chien à risque. Je vais quand même préserver son dos au maximum. Donc on va chez l'ostéo. Ouais, ça arrive assez souvent et c'est pas la majorité des cas, mais quand ça arrive, c'est vraiment cool. J'aime bien. Puis il y a pas de pression pour moi parce que il y a pas
il y a pas un symptôme à aller travailler. Quand le chien boite, Ouais. hop, on a toujours le petit stress. Enfin, c'est pas le stress, mais c'est pas un mauvais stress, mais on veut que derrière, le chien ne boite plus. Là, le chien va bien et on veut lui apporter encore plus de confort. Donc Ouais. c'est super agréable, moi j'adore. Ouais, puis ça doit être très gratifiant de te dire qu'on pense à toi avant que le problème ne survienne, quoi. Donc ça, c'est super agréable pour toi. Alors, même si toi, tu travailles beaucoup sur les chiens, les chats, mais que tu as été formé aussi sur les chevaux, est-ce que tu peux nous dire plus largement sur quel type d'animaux on peut faire de l'ostéopathie? Est-ce qu'il y a une limite d'ailleurs? Bonne question. Je dirais sur tous les vertébrés. Donc j'ai donc les chevaux en numéro un. Enfin, numéro un dans le sens, c'est ceux qui ont reçu le plus de soins. Mmh. Le chien, le chat, le bovin, les ovins. J'ai des consoeurs qui travaillent les oiseaux, les Ouais, éperviers, les faucons, et cetera. Il y a il y a certains ostéos aussi qui travaillent la faune sauvage. Les reptiles, bien sûr, les nacs. J'ai de temps en temps des appels pour des nacs aussi, donc les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça fait pas, mmh. on peut comprendre les lapins, les rongeurs, les oiseaux, certains oiseaux, pas tous, les reptiles. Voilà. Donc c'est assez large, quoi. Est-ce que poisson? Je pense que oui, mais j'ai jamais fait. Mais c'est ouais, voilà, c'est encore expérimental, hein. Il y a plein de choses à découvrir. Et justement, moi, ma question, c'était de me dire, est-ce que, enfin, comment on peut s'adapter en fait d'une espèce à l'autre? Parce qu'à un moment donné, vu que c'est vachement basé sur la physionomie, la physiologie, je sais pas comment on dit, mais enfin, faut connaître l'anatomie de chaque animal par cœur. Moi, c'est ça qui m'a fascinée en regardant les vidéos, c'est que la personne, elle arrive, elle voit le cheval marcher ou le chien, peu importe. Elle sait dire, là, la troisième lombaire, elle est déplacée, le gna. Donc, ça veut dire elle connaît tellement par cœur le corps de l'animal qu'elle vient examiner, pas lui en particulier, mais de l'espèce, qu'elle sait dire exactement, immédiatement, où est le truc anormal, quoi. Faut bien connaître. C'est sûr que parfois, quand on est appelé pour des espèces, vraiment confidentielles, de temps en temps un furet ou, un cobaye, bah, on va pas être, expert puisqu'on en a pas souvent. Par contre, notre main va être experte parce que notre main, ça fait des années et des années et des années qu'elle pratique l'ostéopathie. Donc une tension tissulaire, un nœud, une rétention, fluidique, vertébrale, musculaire, elle va le ressentir. Donc, bien sûr, quand on est appelé pour un animal qu'on ne voit pas souvent, en tout cas, moi, je vais aller ouvrir un livre d'anatomie. Je vais aller chercher sur Internet quelles sont les pathologies les plus couramment rencontrées pour cet animal, à quoi faut faire attention. Et puis, tout simplement, je vais aussi être très franche avec le propriétaire et je vais dire, bah, j'ai vraiment pas l'habitude de cette espèce-là. J'en ai fait peut-être deux ou trois. Donc, n'hésitez pas à me guider comment je dois le prendre. En plus, bon, chaque espèce est différente, mais après, chaque individu dans une espèce a son propre caractère. Donc, je vais lui demander de me guider et de m'aider pour la manipulation. Et moi, de mon côté, je vais aller me renseigner sur l'anatomie ou me re-renseigner parce que même si on a appris l'anatomie du rat quand on était en cinquième année d'école d'ostéopathie, ben, on n'en fait pas tous les jours. Donc, ça rentre, ça sort, hein. Mais après, voilà, on ouvre un livre, on se renseigne et on reste franc avec, le propriétaire et puis voilà. Après ça se fait, mais la main a le ressenti. Donc il faut aussi faire confiance en ses mains. Et il y a une adaptation aussi de la force que tu peux mettre, en fait. Je regardais une vidéo où la personne expliquait: «C'est sûr que je vais pas mettre la même pression sur une vertèbre de cheval que sur une vertèbre de lapin, quoi». C'est tout bête, mais tu mets pas le même poids, quoi. Ah bah, rien à voir, ouais, bah, le cheval, on va utiliser tout son corps, du pied à la tête, Ouais. hop, pour aller manipuler. Un chien, on peut utiliser son corps ou alors son haut du corps, son bras et puis le lapin, ça va être la pulpe des doigts. Voilà. Et c'est ça, le plus doucement possible, quoi. OK. Alors quand tu as un patient qui arrive, en général, c'est, une séance, plusieurs séances, tu vois? Combien de temps ça dure, en fait? Alors, quand c'est de la prévention, c'est une séance. À moins qu'on puisse trouver, bien sûr, des blocages et des dysfonctions assez importantes qui ne se voyaient pas encore, mais ça arrive. La plupart du temps, je dirais une séance, mais on peut faire une à 2, 3 séances, pour un traitement, on va dire. Et puis après, il y a les animaux qui sont, pathologiques. Donc, des animaux, vieillissants qui ont de l'arthrose. Donc là, on va dire que ça peut être une fois tous les 2, 3 mois. Vraiment les animaux en fin de vie, on va les accompagner pour, gérer la douleur, la mobilité. Ça peut être aussi assez souvent. Donc dès qu'il y a des Mmh mh. pathologies, ou la croissance. Un animal en croissance, il y a des poussées de croissance assez, courantes et du coup, il faut aller le voir assez assez souvent. Un chien, adulte en bonne santé, 1 fois par an, ça suffit.
Quand un patient arrive, tu peux nous décrire un peu une séance type qu'en fait, que tu l'as jamais vu. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive, à ton cabinet ou que toi tu te rends, chez lui? Alors, bah, moi, je veux parler pour moi. Donc, la plupart du temps, je travaille en cabinet avec des chiens. Donc, le propriétaire arrive avec son chien, on ferme la porte du cabinet et là, on le détache. Il va aller sentir dans le cabinet, il va aller se détendre, sentir toutes les odeurs, explorer au maximum. Et moi, je l'ignore un petit peu, on va pas lui mettre la pression tout de suite. Déjà, je vais rester longtemps sur lui plus tard. Ça va lui demander énormément de concentration. Donc, voilà. Je l'ignore, il fait son petit tour et pendant ce temps-là, je vais demander au propriétaire, de me raconter la vie du chien. Donc, l'âge qu'il a, depuis quand il l'a, s'il vit avec d'autres animaux, quel est son style de vie, que fait-il comme balade au quotidien, les pathologies, est-ce qu'il a un traitement, est-ce qu'il a déjà eu des chocs dans sa vie, est-ce qu'il a eu des maladies, est-ce qu'il a été opéré, est-ce qu'il y a une prise de poids, qu'est-ce qu'il mange? Enfin voilà, on a énormément de questions comme ça. Après là, ça peut faire une liste de courses, mais ça se fait vraiment au fur et à mesure de la conversation et puis on continue de parler quand on commence à manipuler aussi. Il y a des questions qui me viennent au fur et à mesure. Donc une fois que j'ai fait mon petit tour comme ça, de l'historique et de l'anamnèse, on va aller mettre l'animal sur la table. Parfois, ils ont vraiment peur d'être sur la table de consultation, donc je le fais au sol directement. On ne va pas rajouter un stress. Si tout va bien, on le met sur la table et là, je vais commencer à le palper. Alors, j'ai pas dit aussi quand il marche dans le cabinet, je vais aller voir s'il y a des boiteries. Et si j'ai un petit doute ou quoi, je le sors, on regarde dans la rue et on marche vraiment en ligne droite pour aller voir s'il y a des boiteries, des asymétries. Euh, Et ça, c'est ouf. Enfin, c'est dingue comment vous avez l'œil, quoi, pour ça. Enfin, j'étais très ouais. étonnée. Alors là, on voit que la hanche droite est légèrement asymétrique, que l'orientation est pas la bonne. Enfin, oui, je pense que vous avez une telle pratique quand vous connaissez par cœur, en fait, les mouvements classiques d'un animal, quoi. Bah, au début, on voit rien. Clairement, quand on est à l'école, on voit que dalle. On se dit, mais comment ça se Mm. fait? On va jamais y arriver. Et puis voilà, donc ça, c'est de l'observation dynamique et statique. On commence en première année. Donc on sort, on Ouais. a 5 ans de pratique. Et même 5 ans, on n'a pas encore un œil expert, mais on voit des choses. Et puis après, c'est l'expérience, quoi. Vraiment, c'est Mm, comme la sensation dans les mains. Donc puis ensuite, l'animal est sur la table, on va le palper. Une première palpation pour aller voir les zones chaudes, les zones froides. Est-ce qu'il y a des sensations, des douleurs, des changements de... Puis même l'observation, rien que de sa conformation, comment se tient l'animal. Est-ce qu'il n'a pas une patte qui part d'un côté, la queue de l'autre. Est-ce qu'il n'est pas stressé, une respiration rapide, la couleur des muqueuses, les dents. Enfin vraiment, on passe l'animal au crible. Mais ça se fait vraiment de manière naturelle parce qu'avec l'expérience, voilà, ça se fait tout seul. Et voilà, donc la palpation, les testings, on va aller voir, on va chercher les zones de rétention. En gros, les blocages. On cherche les petits points de blocage. Une fois qu'on a passé notre animal au scanner, hop, on se dit, bon, le chien est bloqué. Là, voilà, le crâne, une vertèbre, le foie, le sacrum, la queue. Hop. Après, on se dit, bon, comment on va faire? Quel est le plan d'action? On le propose au propriétaire. Enfin, moi, j'explique tout ce que je trouve et tout ce que je ressens. Et puis après, bon, on va commencer par ça. Voilà. Si l'animal est OK, on va le faire. Parfois, bien sûr, ça ne se passe pas comme on voudrait. Et puis après, on manipule et il y a plein de façons de manipuler. Donc, dans la pensée de la plupart des gens, l'ostéopathie, c'est vraiment ce qui fait craquer. Mais en fait, il y a Oui. plein de façons de faire de l'ostéopathie. Bon, maintenant, je pense que les gens sont de plus en plus au courant parce qu'ils ils vont chez l'ostéo. Il y a plein d'ostéos qui font plein d'autres techniques, mais voilà, on peut faire plein de choses. Et on dit d'ailleurs qu'il y a autant d'ostéopathie qu'il y a d'ostéopathes. Donc voilà. En fait, on apprend plein de techniques à l'école. On continue de se former chaque année avec des formations post-graduées. Donc, on en apprend d'autres. Et après, on fait un petit peu notre tambouille à nous. Il y a des techniques qu'on préfère, des techniques qu'on aime moins, avec lesquelles on est moins à l'aise. Et puis après, il y a des animaux qui vont être pas trop à l'aise avec une technique. Malheureusement, c'était celle qu'on aimait bien. Mais du coup, il faut avoir déjà plein d'autres techniques dans sa boîte à outils pour s'en sortir et pour proposer un soin à l'animal qui soit le plus approprié pour lui ce jour-là, à cette heure-ci, parce que ça peut être autre chose 2 semaines plus tard, quoi. Donc, il faut vraiment s'adapter tout le temps et voilà, et avoir quand même pas mal de ressources.
Et donc, tu parles de techniques différentes que le fait de faire craquer. Est-ce que tu peux nous en citer 2 ou 3? Enfin, tu vois, juste qu'on puisse nous se projeter et comprendre. Alors, par exemple, s'il y a une vertèbre qui est bloquée, on peut utiliser la technique structurelle, musculo-squelettique ou une technique de thrust, c'est-à-dire haute vélocité, basse amplitude. Hop, le petit mouvement rapide et fort sur une vertèbre pour aller débloquer la vertèbre. Donc ça peut faire craquer ou non d'ailleurs. On peut le faire dans le sens du blocage de la vertèbre en indirect ou dans le sens inverse en direct. Donc en fait, après, dans chaque technique aussi, on va pouvoir choisir l'indirect ou le direct. Pour une même vertèbre bloquée, on va pouvoir utiliser du tissulaire si on ne veut pas faire craquer. Donc le tissulaire de l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe rien et qu'on est des chamans. On pose juste nos mains de part et d'autre de la vertèbre et en fait, on propose un point d'appui sur le tissu. Après, le tissu se déroule autour de nos doigts. Les fascias, donc on va aller plutôt travailler sur le fascia, qui sont les enveloppes qui entourent tout. Il y a des groupes de muscles, des muscles sous la peau, etc. Du crânio-sacré, on peut utiliser, on va aller travailler sur une main au crâne, une main au sacrum. Du viscéral, donc voilà, on va travailler sur un viscère en particulier qui peut être primaire sur une vertèbre. Donc, en débloquant le viscère, ça va débloquer la vertèbre. C'est improbable pour moi tout ce que tu me dis. Tu sais, je hoche on ne voit pas la vidéo, mais depuis tout à l'heure, je hoche la tête en me disant, mais ça, c'est quand même encore des trucs qui sont incroyables. Et c'est quand même la science et les scientifiques comment dire, ne valorisent pas encore toute cette connaissance. Pas à la hauteur de, je pense, le potentiel de ce que ça représente. Tu vois, tu parles des fascias. Ça me fait marrer parce que moi, j'étais persuadée qu'on me parlait de quelque chose qui était lié au visage. De la face. Pour moi, fascia, voilà. Donc, je viens de comprendre que c'était pas du tout le cas en lisant des trucs dessus. Mais c'est quand même pas une science qui est quand même, ou une médecine, je sais pas comment on peut appeler ça, qui est encore vachement développée ou reconnue, non? Est-ce que tu confirmes ce point-là ou pas? Le fait que ce soit reconnu scientifiquement, non, ça ne l'est pas. Et les études scientifiques qui sortent, c'est plus pour prouver que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas quelque chose de scientifique. Mais après, on fait des études, on va prendre que des gens qui sont bloqués de la dorsale 10 et on va faire plein de techniques, on va prouver que ça ne marche pas. Mais en fait, l'ostéopathie, c'est surtout holistique. Donc, il faut prendre tout. Il ne faut pas prendre juste une vertèbre qui est bloquée. Déjà là, le fonctionnement, il n'est pas bon. Ouais, le test n'est pas bon du coup en non, faisant ça, quoi. Ok. Bon, et tu dis, tu commences la manipulation, ok, mais concrètement, l'animal, tu le dis, tu le mets sur la table ou pas, mais en fait, il est quand même dans un environnement un peu stressant, il te connaît pas, il a mal peut-être, potentiellement, il n'est pas dans une situation confortable, bref. Comment tu arrives, tu vois, à établir une relation de confiance avec l'animal, sachant que tu peux pas lui expliquer, bon, écoute, je vais te faire ci, ça va bien se passer. Eh bien, si, tu lui expliques. Tu expliques. Souvent, les propriétaires, déjà, ils me disent « Ah, ça fait 2 jours que je lui explique. » Et je pense que même s'ils ne comprennent pas chaque mot, ils comprennent déjà l'intention. Et l'intention aussi. L'intention qu'on va mettre dans nos mains de soins et de guérison, ils vont le comprendre. Voilà. L'énergie, quoi. Exactement. C'est quelque chose d'énergie, quelque chose qui va émaner de nous. Et puis bien sûr, donc on fait des pauses si ça montre en tension. Je fais des petites pauses, je les caresse, je leur parle, je fais du baby talk parfois. Ah non, 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 mais t'inquiète pas, ça va aller. Oh, le tchitchou, il est trop mignon. Voilà, parfois on paraît un petit peu bête, mais ça fait redescendre un petit peu la tension, s'il y a tension. Et puis voilà, lui parler. Franchement, je parle, le propriétaire, il parle pendant la séance comme un enfant. Comme un bébé, voilà, on retrouve encore le bébé. Mais bien sûr que parfois, ça peut être compliqué parce qu'on ne nous connaît pas, puis d'un coup, on est dessus. C'est pour ça que je disais, je saute pas tout de suite sur lui, hein, même quand il est chez lui, hein, même s'il la laisse chez lui, hop, on laisse s'habituer à notre présence. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Et puis après, il faut le tenir parce qu'on a besoin de manipuler, de sentir des choses, mais pas qu'il se sente acculé, pas qu'il se sente coincé. Il faut quand même qu'il sache qu'il puisse s'échapper à tout moment, au cas où vraiment la situation devient trop pesante. Voilà, il faut qu'il se dise je peux partir, je peux être libre. Surtout pour les chats, mais les chiens, c'est pareil. Les chevaux, c'est différent. Ils ont quand même l'habitude de la manipulation, hein. Ils sont dans un box, ils sont montés.
Ils sont domestiqués, voilà, ils sont dressés. Il y a le maréchal qui passe toutes les 6 semaines. Il y a le palefrenier qui lui change le box, le machin, le bidule, ouais. Eux, ils ont l'habitude du monde et de la manipulation. Les chiens et les chats, ils ont l'habitude, mais pas de cette façon-là. Donc, C'est ça. à eux, il faut faire attention, voilà. Donc, c'est moins lourd, ça fait pas 500 kilos, ça a pas des sabots. Par contre, c'est plus rapide. Et la morsure peut Et venir. justement, comment tu anticipes, comment tu te protèges en fait? Parce qu'à un moment donné, un animal qui a mal, c'est pas qu'il veut te faire mal, c'est qu'il se protège en fait d'une douleur. Donc, il peut avoir une réaction à un moment donné, tu vois. Ouais, carrément. Et s'il a peur et en plus on ajoute à ça la douleur, bah, la réaction, elle est animale, elle est instinctive, voilà. Donc ça, il faut observer. Et c'est bien pour ça que la phase d'observation, juste de la dynamique au début, de comment il évolue dans son environnement, pour voir déjà si on a des petites pistes. Tiens, il est un peu coincé d'ici. Ensuite, la deuxième phase avec l'aspect du poil, l'aspect de des aplombs, comment il se tient lui-même. Est-ce qu'il est courbé, est-ce qu'il est droit? Ça va nous donner d'autres pistes sur ses douleurs. L'aspect de sa respiration, de ses yeux, voilà, s'il allait, s'il est détente ou pas détente, en gros. Déjà, ça, on va Ouais. faire plus ou moins attention. Le regard, énormément. De toute façon, je fais que de regarder leur tête pendant toute la consultation pour voir leur réaction. Et ensuite, à la palpation, on a aussi plein d'autres indices pour savoir s'il y a une zone qui fait mal, qui est réactive, ou juste la Donc, peau tu qui vas est être plus réactive. douce à un moment donné si tu sais que tu arrives sur une zone qui Ouais, est compliquée, je vais quoi, être à plus gérer. douce ou je vais l'éviter, je vais passer par un autre biais. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, toutes les phases sont très importantes pour justement faire attention à ça et observer l'observation. Après, même si on fait tout ça, ça peut se retourner. Donc, réflexe, réflexe. Et puis moi, je me mets toujours sur le côté ou un peu derrière, pas face au chien ou pas face au chat, pour pas que, hop, ça soit ma face ou mes mains. Mais Ouais. un accident peut toujours arriver. À l'inverse, est-ce que tu as des animaux qui te sont reconnaissants et puis qui te le montrent, tu vois? Est-ce que tu le vois ça, tu le constates? Ouais. Franchement, sur le moment, quand c'est la première séance, je vois qu'ils sont toujours un petit peu dans le questionnement, quoi. Il y a toujours l'œil avec plein de points d'interrogation au-dessus. Qu'est-ce qu'elle va me faire celle-là? Est-ce qu'elle va mettre un thermomètre ou pas? Mais non. Et souvent, la reconnaissance, elle est la fois d'après. Donc, soit c'est 1 mois après quand c'est la suite du traitement, soit c'est 6 mois, 1 an après. Et là, ils se souviennent de moi. Et c'est ça qui est le plus beau, je trouve. C'est qu'en fait, ils ont énormément de mémoire, même si c'est des mois après. Et là, quand il y a un accueil, quand ils se relâchent beaucoup plus rapidement parce qu'ils se souviennent que de la première séance, ça, c'est trop cool. Et puis même ceux qui m'ont jamais encore vu, mais qui m'accueillent, ça, c'est trop cool comme métier. On est toujours accueillis avec des petites léchouilles et tout. Et en ça, à mon avis, c'est plus sympa que Veto, hein, parce que franchement, Veto, je pense que tu adores les animaux et en fait, tu finis par t'apercevoir que tous les animaux qui rentrent dans ton cabinet, ils te détestent, quoi. Bah ouais, ils ont un peu le mauvais rôle, quoi. Ouais. Ouais. OK. Est-ce que donc tu disais tout à l'heure, tu travailles avec aucun instrument. Enfin si, il y en a un qui est énorme, c'est ton corps, en fait. Tes mains et ton corps, c'est ça? Comment justement, tu te prépares à ça? Comment tu économises tes mains aussi, tu vois? Comment tu fais ta propre prévention, quoi? Parce que, demain, tu t'abîmes, les mains, au-delà même de l'accident, hein, tu vois? L'usure, en fait et tu peux plus exercer ton métier donc comment ça se gère ça? Et oui, il faut faire attention. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai de la chance, je fais beaucoup de chien-chat. C'est beaucoup moins physique que le cheval. Le cheval, comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser vraiment son corps et on va Mmh. être toujours en gainage et on va utiliser vraiment tout son corps. Et on va être souvent dans les écuries, dehors, dans le froid. Donc, ça demande énormément d'énergie. Pour le chien-chat, un petit peu moins. Mais on est quand même full concentré, on est sur une table, enfin, ça demande quand même beaucoup d'énergie, mais je pense un petit peu moins que les chevaux. Et comment on fait après je ne sais pas, je suis encore au début de ma carrière. J'ai été diplômée en 2015, donc pour l'instant, j'ai pas trop changé ma pratique. Je pense qu'il faut faire du sport à côté. Il faut aussi savoir se vider la tête et prendre soin de soi. Sur, les équins, enfin sur les chevaux pardon, une personne disait en fait on plus que notre corps en fait, il faut se servir de la puissance et l'énergie du cheval. En fait et j'étais pas sûre d'avoir bien compris ce que ça signifiait. Bah, de toute façon, quand on manipule, en fait, on va remodifier l'équilibre de l'animal, mais on donne pas notre énergie. C'est pas notre énergie qu'on donne pour guérir. On n'est pas des guérisseurs. Enfin, voilà, on n'a Des pas un pouvoir magnétiseurs magique. quoi. Ouais, mais même le magnétiseur, je pense que ça marche un peu comme nous. C'est que on va pas prendre de nous pour donner à l'animal. On va dire
tiens, là, ce truc-là, il y a une petite fuite d'énergie, mais encore, on parle pas trop forcément d'énergie. Là, les tissus, il y a une zone de rétention, il y a une zone qui marche plus bien, qui est plus en communication avec les autres. Hop, on va ouvrir une petite brèche, lui dire, voilà, pour refonctionner là, faut se mettre comme ça, dans ce sens-là, et ensuite le corps, il va avoir son propre système d'auto-guérison qui va se relancer, et voilà, c'est l'homéostasie en fait. Le corps, il va se rééquilibrer tout seul. C'est le corps qui fait tout. Nous, on lui montre juste les petits points où il buguait. Et effectivement, ça rebondit sur quelque chose que j'avais vu. Effectivement, le propre de l'ostéopathie, c'est une volonté d'auto-guérison quand même, hein. Donc, Ouais, on relance l'auto-guérison du corps qui était un petit peu entravée par les petites choses de la vie, quoi. Un accident, la vieillesse, voilà. Nous, cherche en amont à faire en sorte que le corps il puisse réagir justement s'il y a une infection, à avoir un système immunitaire au top. Mais dans ce cas-là, il faut aller d'abord chez l'ostéo pour qu'il soit au top et pour régler tous les systèmes. ok, et tu as combien de patients par jour? Juste qu'on se rende compte de la charge en fait que ça représente. Chaque ostéo fait différemment. Je peux en avoir 8 en cabinet. Et puis, Ok. il y a des jours où je vais être fatiguée, je vais dire non, je vais en faire qu'une matinée, que 4. Parce qu'il faut vraiment être 100% concentré. Il faut vraiment être là à 100% pour l'animal, le propriétaire. Donc, ça demande énormément d'énergie. Plus que ce qu'on pourrait penser et plus que ce qu'on pense quand on sort de l'école. Une fois qu'on est lancé, on fait waouh. Et le domicile aussi, après, il faut juste rajouter entre les trajets, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, disons, on va Entre dire une 4 à petite 8. dizaine. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour les jeunes qui pourraient nous écouter et être intéressés par ce métier, est-ce que c'est un métier où on gagne bien sa vie? Pour bien gagner sa vie, est-ce que ça signifie... Pardon, je fais beaucoup de parallèles avec le métier de kiné parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des similitudes dans votre exercice. Mais pour super bien gagner sa vie, il faut monter l'usine avec 150 patients en parallèle dans 10 cabines différentes. Et du coup, c'est aussi une autre façon de pratiquer ton métier. Enfin bref, est-ce que c'est le cas dans votre métier? Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie? Est-ce que c'est un métier intéressant? Alors, ça, c'est une question que j'ai tous les jours sur les réseaux sociaux. Les jeunes, c'est un métier qui attire beaucoup la jeune génération, surtout les jeunes filles. Et c'est une des interrogations qui revient le plus souvent. Est-ce qu'on gagne bien sa vie? Déjà, gagner bien sa vie, je pense que ça veut dire des choses différentes selon chaque personne. Ça peut être 1200 comme 10 000 euros. Donc, on peut très bien gagner sa vie. Moi, je gagne bien ma vie avec ce métier. Mais il faut s'y donner les moyens. Après, c'est différent de la kinésithérapie parce que la kiné, ça se travaille à plusieurs dans des cabinets. Donc, en général, il y a plusieurs cabinets, plusieurs kinés dans un cabinet. Nous, on est vraiment tout seul. Maintenant, il y a des cabinets qui s'ouvrent, etc. Mais on est quand même tout seul dans notre voiture ou tout seul dans notre cabinet. On organise notre temps comme on le souhaite. Donc, moi, au début, je remplissais vraiment... Enfin, quand j'ai pu avoir, au bout de 2-3 ans, une patientèle quand même assez développée, je me suis dit, je remplis au max. Comme ça, je vais gagner le max, etc. Vraiment, c'était... je voulais... j'avais plein d'ambitions et tout. Et puis après, on se rend compte que oui, on gagne bien, mais par contre, on rentre chez soi, on sert à rien, quoi. On s'allonge dans le canapé, on est en PLS. Mais vraiment, 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 ça demande tellement d'énergie. Donc maintenant, j'ai réduit le nombre de consultations. Je gagne toujours bien ma vie. Mais faut vraiment avoir un équilibre entre l'argent. Qu'est-ce que c'est gagner bien sa vie? Est-ce qu'on veut gagner beaucoup de sous, mais du coup ne servir à rien pour le reste? Voilà, c'est une question que je me pose moi-même tous les jours et que je suis toujours en train d'équilibrer. J'étais diplômée en 2015, là on est en 2022, donc ça va faire 7 ans. Et c'est quelque chose que je rééquilibre tous les quelques mois. Je suis là. Alors, est-ce que là, je me sens bien? Oui, je vais rajouter un petit peu parce que quand on diminue, après, on a le stress qu'on nous appelle moins, le stress de moins gagner parce qu'il y a l'URSSAF qui arrive. Donc, on a quand même la moitié qu'on redonne à l'État et on a 20% de TVA. Donc, on est énormément taxé. Énormément taxé. La kinésithérapie, il n'y a pas ça. En humaine, il n'y a pas les 20% de TVA. Voilà, donc oui, on peut très bien gagner sa vie. La réponse, c'est ça. Mais il y a énormément d'ostéos, de plus en plus, énormément d'écoles qui s'ouvrent. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être être
être plus compliqué après pour se développer personnellement. Tu réponds du coup à une question. J'avais effectivement, vu qu'il y a un nombre croissant d'écoles qui se créent, il y a des questions. J'ai lu plusieurs fois en fait, des questions sur une potentielle saturation en fait finalement du marché, quand, tous ces écoles auront diplômé tous ces élèves. C'est ton ressenti effectivement qu'il y a un risque quand même à un moment donné d'avoir, trop d'ostéopathes par rapport aux besoins? Ouais, ça fait peur. Le besoin augmente. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent ce métier pour les petits, en tout cas. Pour les chevaux, je pense que ça augmente pas parce que c'était déjà au max il y a quelques années. Je pense que tout cheval a une consultation d'ostéo ou a déjà vu l'ostéo et va le revoir. Donc, dans le milieu équin, par contre, on peut dire bouché. Je pense qu'il y a toujours de la place pour des nouveaux thérapeutes, bien sûr, et partout. Mais dans le milieu petits animaux, il y a de la place. Pour combien de temps? Pour tout le monde ou pas? Je ne sais pas. C'est vraiment une interrogation. Je pense que si on réfléchit bien, si on fait une étude du marché, si on est passionné, si on le veut vraiment, bien sûr, on s'en sort. Il y a de la place pour tout le monde. Mais là, vraiment, c'est vraiment une interrogation et on se demande tous ce que ça va donner plus tard parce que les ostéopathes humains, voilà, il y en a dans toutes les rues, même des plus petites villes, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va faire pour l'animalier? Bonne question, je n'ai pas la réponse. OK, ça marche. Alors tu disais effectivement que sans cesse vous vous formez très souvent, que les techniques aussi progressent énormément. Comment toi tu arrives à te tenir à la page? Ça c'est une première question que j'avais. Comment je me tiens à la page? Ben, je reste en contact via les réseaux surtout, parce que c'est un métier où on est un petit peu seul quand même, comme je disais, on est seul dans sa voiture, seul dans son cabinet. Donc après, il y a on reste en contact avec soit les gens de sa promo, soit via les formations, les organismes de formation, Facebook, les réseaux sociaux, Instagram et tout. Ben, on parle comme ça virtuellement avec d'autres collègues, d'autres consoeurs. Et puis voilà, après on voit les formations qui sortent. Il n'y a pas énormément de formations et d'organismes de formation en ostéopathie animale, donc on est vite au courant quand il y en a des nouvelles. Après, OK. on n'est pas obligé, enfin si, depuis que ça a été reconnu en 2017, le code de déontologie quand même nous conseille plus de se former au moins une fois par an. D'accord. Mais en général, comme c'est un métier passion et un métier où il faut rester ouvert, bah on le fait de nous-mêmes. C'est ça, t'attends pas que tu sois obligé, quoi. Non. J'ai entendu parler effectivement de gens qui se formaient aussi à l'ostéopathie humaine, tu vois, des formations en continu pour se former, comme il y a effectivement peu de formations, tu vois, en ostéopathie animale, du coup, ils en profitent, ils profitent de formations en ostéopathie humaine pour pouvoir Oui. progresser et ensuite l'appliquer. Oui, C'était oui. plus ça. Oui, on peut faire ça aussi. S'orienter vers certaines formations en humaine. Après, toutes les formations en humaine ne sont pas applicables pour les animaux, Ouais. parce qu'on passe d'un bipède à un quadrupède. Donc, tout ce qui est biomécanique de la colonne, ça va être différent, mais il y a plein de techniques qui peuvent... le tissulaire, par exemple, voilà, ça reste OK de faire humain ou animal. Donc, il y a plein de choses, oui, on peut faire ça comme ça. Ouais, tu disais aussi que toi, au fur et à mesure de ta pratique, tu vois, tu apprends aussi. Toi, tu fais ta propre sauce, en fait. Tu adaptes les méthodes et puis finalement, tu arrives à tes propres protocoles. Et j'en arrive à un truc, c'est que je me dis que bah, ça, toi, ce que tu sais, il y a un risque que ça se perde, quoi. Genre, si un jour t'arrêtes, en fait, est-ce qu'il y a une notion de transmission ou au moins de partage entre collègues? Enfin, collègues, je sais pas si on peut appeler ça collègue, tu vois. Ouais, c'est une superbe question. Franchement, bah ouais, parce qu'en fait, on apprend surtout à l'école ou en formation. Mais moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est quelqu'un qui me fasse du mentorat, en fait. Et Mais c'est ça. comme un maître et son élève, comme au Moyen-Âge, quand on apprenait, je sais pas, un métier, un De maréchal l'artisanat. ferrant ou un truc comme ça, voilà, un métier dans l'artisanat, et on avait son propre maître qui nous apprenait. Et je pense qu'on peut vraiment le faire en ostéopathie et ça s'y prête hyper bien. Et du coup, j'aimerais bien transmettre comme ça à des petites stagiaires. De temps en temps, j'ai des stagiaires qui viennent avec moi en cabinet, mais c'est une semaine, 2 semaines. Mais déjà, ça permet de montrer comment moi je vois les choses et comment je fonctionne. Voilà. Après, elle n'est pas obligée de faire et en général, ils vont pas faire la même chose, mais ils vont comprendre une façon de faire. C'est hyper formateur parce qu'on est obligé de se poser les questions. Vraiment, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et pourquoi je le fais? Et du coup, des choses auxquelles on ne pensait plus, ça nous replonge dans les livres où
de pouvoir expliquer quelque chose. Pour pouvoir l'expliquer, il faut vraiment le comprendre à 100%. Et c'est hyper formateur, du coup, de former derrière. Bon, sur le métier, en fait, même si aujourd'hui, il est de plus en plus reconnu, en tout cas par les patients, tu dirais qu'il souffre de quelle image, en fait, de quels a priori encore aujourd'hui? Le métier, Ouais, parfois un peu chaman. On se dit, oh bah, il va pas faire de mal, mais il va pas faire du bien, un peu dans le vent, quoi. Certains vétérinaires, certains, je pense, propriétaires, mais bon, ça, après, on les voit pas, les propriétaires. Donc, déjà, a priori. voilà, ceux qui nous appellent, ils ont déjà une petite idée de comment ça fonctionne. Donc, ça peut être le côté un petit peu, comment on dit, pas chaman, c'est pas le mot que je voulais dire. Le charlatan, non? Charlatan, Ouais. exactement, le côté Ça charlatan. commence par les mêmes lettres. Exactement. Bon, chaman aussi, parfois, on peut penser, comme il y a un peu d'histoire de magnétisme, de science holistique, etc. Mais charlatan, dans le sens, ouais, il brasse un petit peu du vent, il fait des trucs non conventionnels et voilà, c'est un peu... Et le fait que vous ayez été quand même reconnu officiellement et maintenant, en fait, quand même des diplômes encadrés, malgré ça, en fait, tu as l'impression que cette image, elle demeure auprès d'autres, je pense notamment aux vétérinaires, en fait, qui sont du coup... Un petit peu, de moins en moins, quand même. Il y a quand même des vétérinaires avec qui je travaille et qui donnent mon nom. Il y en a certains qui conseillent l'ostéopathie en général. Certains, c'est l'inverse. C'est le propriétaire qui va dire « je vais faire une séance d'ostéo » et le véto qui fait « oui, pourquoi pas, vous pouvez, ça peut pas faire de mal ». Donc, c'est ni oui ni non. Et puis, il y a ceux qui disent « oh non, faut pas du tout, non, parce qu'ils pensent tout de suite structurel, on va faire tout craquer, on va faire tout péter, l'animal, il va être KO derrière. Donc, je pense que c'est beaucoup de méconnaissance. Et non... C'est ça. Alors, il y a... Donc, je ne sais pas quel est le pourcentage de chaque cas que je viens de citer. Je ne sais pas, c'est un peu le retour que j'ai. Il y a la méconnaissance et puis je pense qu'il y a une petite partie qui se disent ça prend une part du marché. Parce que l'animal, il va aller chez l'ostéo, il va moins avoir mal, il va moins avoir besoin d'aller chez le véto pour prendre des anti-inflammatoires. Alors qu'il ne faut pas du tout penser comme ça parce que c'est hyper complémentaire et qu'on traite des choses différentes ou alors les mêmes choses mais en complément. Ok, et toi, tu penses que comment on peut faire pour faire évoluer, tu vois, ça? Eh ben, c'est vrai qu'il faudrait former les vétérinaires. Mais la nouvelle génération est formée. En école des vétos, ils connaissent l'ostéopathie de plus en plus parce que je ne sais pas si on en parle, mais je pense qu'en tout cas, de façon culture G, eux, ils connaissent puisqu'ils vont chez l'ostéo, les jeunes. Donc voilà, après, ils appliquent aux animaux. Je pense que les nouvelles générations, carrément, sont beaucoup plus ouvertes. Les anciennes, ils peuvent l'être et comme ils peuvent ne pas l'être. Voilà, je veux vraiment pas les mettre tous dans le même panier parce qu'il y en a qui sont vraiment très ouverts. Certains, non. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'information. Il faut que l'information passe. Et je ne pense pas qu'elle passe bien encore en école véto, mais de plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus de vétérinaires aussi qui souhaitent se former et qui se forment en ostéopathie. Donc, c'est que ça passe quand même. Ouais, ok. Bon, donc c'est sur la bonne voie, quoi. Tu prends justement la parole sur les réseaux sociaux, tu as même un podcast. Est-ce que c'est dans cet objectif-là que tu l'as lancé? Les réseaux sociaux, c'était au début, je me suis dit... Alors vraiment, au tout début, j'ai lancé ma page Insta. C'était le début de mon activité. Je me suis dit, ça va faire de la communication gratuite. Et au final, je me suis vraiment pris au jeu. Je le fais vraiment pas pour ça maintenant parce que je n'ai pas besoin. Mais c'est vraiment intéressant d'échanger avec les gens sur ce qu'est l'ostéopathie et dans quel cas on peut l'utiliser. Donc vraiment, ouais, en information, de façon informative. C'est dans une logique de transmission, là, ouais, du coup, quand même, déjà, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment devenu ça. Mais au début, non, mais maintenant, c'est ça. Et après, le podcast, donc depuis septembre, j'ai mon podcast qui s'appelle Mordant sur bien-être et santé animale. Et donc là, c'était vraiment aussi pour pouvoir, moi, rencontrer des gens de plusieurs horizons et de pouvoir leur poser des questions assez précises sur leur quotidien, sur leurs recherches. Pour moi, apprendre, continuer à apprendre et partager ce que j'ai appris. Ouais. Voilà. Sachant que effectivement le point commun c'est le bien-être de l'animal. Donc de toutes les personnes que tu as pu rencontrer, c'est bien ça, c'est votre voilà, la mission santé, que vous partagez. Exactement. C'est pas que sa santé physique, mais voilà le bien-être dans son ensemble. Pas forcément du chien, du chat. J'ai interviewé une masseuse équine.
voilà, des youtubeurs animaliers, des vétos, voilà. Ouais, Dans justement, l'ensemble. j'allais te demander de nous citer quelques épisodes que j'ai regardés et qui sont assez sympas. Moi, évidemment, j'ai écouté l'épisode avec Amélie Gardel, qui est ostéopathe animale, parce que je me suis dit que c'était quand même assez intéressant pour préparer le rendez-vous. Ah Donc, c'était bah oui. un super Là, on est épisode. rentré vraiment dans le détail d'une technique, justement. Des Ah techniques et oui, d'une approche. Ça pouvait être un peu technique. Celui-là, c'est l'épisode le plus technique d'ailleurs. Tu es parti, mais... Ok, écoute, pour conclure, déjà, est-ce que tu as une anecdote drôle, insolite, émouvante, voilà, que tu as vécue dans le cadre de ton métier? Oui, je vais parler de deux animaux que j'ai eu en consultation récemment. Je me rappelle d'un chien qui était très réactif avec les hommes. Il avait déjà mordu d'ailleurs son ostéopathe précédent parce que beaucoup de peur, beaucoup de peur, beaucoup de peur de l'homme, de l'approche, de la contention. Donc moi, la première séance, c'était bien passé, mais il a fallu quand même être vigilant. La propriétaire tenait vraiment bien la gueule du chien. Et la deuxième fois, quand je suis arrivée, elle m'a fait une fête pas possible, c'était une chienne. Elle m'a fait une fête pas possible et elle a sauté sur le canapé, elle m'a montré son ventre, les quatre fers en l'air, etc. Ah, Et donc ça, génial. c'est le genre de, ouais, de retour hyper positif, plein d'amour. Mais après, le quotidien est vraiment top parce qu'on est accueillis toujours avec plein de léchouilles, plein d'amour. C'est trop mignon. Quand ils n'ont pas peur, les animaux, c'est que de l'amour en fait. Donc c'est le côté hyper positif. Et puis le deuxième, c'était un cochon d'Inde qui voulait plus du tout se nourrir. Il est allé plusieurs fois chez le vétérinaire. Il avait fait des tests dans tous les sens, au niveau du crâne, au niveau des dents, au niveau du système digestif. Tout allait bien. On trouvait vraiment aucune anomalie. Et un cochon d'Inde, c'est vraiment pas lourd, hein, c'est 1 kilo max. Donc il a perdu du poids, il perdait du poids, il perdait du poids. Et donc ils étaient venus plusieurs fois me voir, ils voulaient plus du tout manger. Elle aussi, c'était une femelle. Et du coup, c'était un peu stressant. Il fallait que je trouve des choses. Est-ce que la mâchoire bloquée, etc. Alors qu'elle mangeait de tout, des granulés, de la verdure fraîche. Et là, elle voulait plus rien, juste il devait la nourrir par la pipette et tout. Et au bout de trois séances, elle a commencé à la remanger. Elle a tout remangé. Et voilà. Donc là, c'était le truc magique, quoi. Elle a remangé tout et elle a repris du poids et tout va bien. C'est génial. Ouais, tu Ouais. lui as redonné plusieurs années d'espérance de vie, quoi, en gros, quoi. Et ouais, c'est ça. Et puis Ouais. voilà. Et puis le fait de manger toute seule, quoi, et de boire toute seule et ouais, voilà, c'était reparti. Donc parfois il y a des choses comme ça, c'est magique. C'est pas du tout le quotidien, hein, c'est de temps en temps, c'est une anecdote. Puis après, la plupart du temps, rien que quand on me rappelle une semaine plus tard et on me dit mon chien ne boite plus, pour moi c'est à chaque fois c'est magique. Enfin, j'adore. Alors, tu as peut-être répondu précédemment, mais quelles sont tes joies, toi, tes fiertés d'exercer ce métier? Alors, évidemment, tu viens de nous dire bah, c'est la reconnaissance des animaux et puis le fait de voir que bah, ils vont mieux, hein. Ça, c'est, j'imagine, évidemment, les principaux ingrédients. Mais est-ce que tu as d'autres joies, d'autres fiertés? La reconnaissance, ouais, de l'animal dans son œil, puis la reconnaissance après verbale par le propriétaire, c'est fou. C'est fou, même quand c'est 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, c'est fou comme ils s'en souviennent en fait. Même moi, je suis étonnée de leur mémoire. Et à l'inverse, quelles sont les difficultés dont il faut avoir quand même conscience, tu vois, pour les gens qui veulent rejoindre ce métier? Les difficultés, c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, du moins moi à l'époque. C'était vraiment tout le côté autour. Parce que ostéopathe, bah, du coup, on apprend vraiment la technique pure, ce que doit faire un ostéopathe dans sa consultation d'ostéopathe. Mais c'est un métier libéral. Donc, on fait Ouais. tout seul. Comptabilité, secrétariat, gestion des mails, de l'agenda, du téléphone, l'URSSAF, la TVA, Se faire connaître. se faire connaître, la communication, le service après-vente, l'animal boite toujours. Bon, ça après c'est du purement ostéo quand même, mais voilà, tout le côté autour auquel on n'est pas forcément préparé et qui peut être au début pas trop gênant parce que forcément au début on n'est pas connu donc on n'a pas énormément de consultations donc tout est gérable et puis au bout d'un moment ça prend une place de plus en plus importante et ça peut être difficile. Surtout moi Ouais, j'avais vraiment un petit bon, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'aiment pas tout ce qui est comptabilité, secrétariat, c'est pas le truc le plus fun de la terre mais voilà, c'est ce côté-là, difficulté. Et aussi, il y a le côté gestion de la vie et séparation de la vie perso-pro.
Donc, la plupart des ostéopathes, ils sont à leur compte et ils font du domicile où ils se déplacent dans les écuries. Donc, en fait, on n'a pas de bureau de pièces à soi, de pièces de travail. C'est notre voiture. Donc, la Mm. gestion de l'agenda, la gestion de la comptabilité, tout ça, on le fait à la maison. Donc, on peut très vite ne pas se sentir en mode off ou on. Enfin, on est à la maison, tiens, on va faire un peu d'agenda, tiens, on va répondre à des messages, à des clients, etc. Donc, surtout si au début, on a fait l'erreur de ne pas prendre de téléphone pro et de tout faire avec le même téléphone. Et voilà. Donc, au début, c'est quelque chose qui n'est pas gênant parce que, comme je disais, ça arrive petit à petit. Et puis après, quand on commence à avoir, ça commence à bien tourner, une bonne clientèle, et ben, ça devient gênant et ça peut devenir pesant. Voilà. Et comme tu as besoin de récupérer pour te sentir bien dans ta pratique aussi, c'est quand même un point essentiel, quoi. Ok. Selon toi, quelles sont les qualités, tu vois, à avoir pour être un bon ostéopathe animalier? Alors, je les ai séparés en deux parce que je dirais qu'il y a déjà les qualités de l'ostéopathe en tant que thérapeute et il y a les Mm. qualités ensuite de l'entrepreneur. Parce Ouais. que mine de rien, on ne peut pas séparer. On ne peut pas être un ostéopathe, pas entrepreneur. Donc, le côté ostéopathe, donc très observateur, comme je le disais, l'observation, elle commence dès la prise de rendez-vous au téléphone, puis après, visuellement, palpatoirement, tout, pendant toute la consultation, on est en observation. Il faut être patient, il faut savoir s'adapter à l'animal, parce que parfois, ça ne se passe pas comme on veut. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est pas comme on veut. Donc, s'adapter, que ce soit en technique, en approche, le discours aussi au propriétaire. Reconnaître ses limites, se dire, ah bah tiens, soit je ne sais pas faire, je réfère un autre... je ne sais pas faire de bovin, j'en ai peur. Je réfère à un ostéo qui sait en faire. Et je me dis Mm. pas super-héros, tiens, je veux le faire pour la fame ou pour l'ego. Non, il faut savoir reconnaître ses limites en tant que thérapeute et reconnaître ses limites en tant qu'ostéopathe aussi, dire, bah tiens, non, il faut référer à un veto là. Et puis après, rester ouvert, rester curieux, se former et rester humble, quoi, ne pas tout savoir, rester toujours ouvert à d'autres approches. Ostéo ou non d'ailleurs, hein, s'ouvrir par exemple sur l'éthologie, une approche d'une espèce, ou s'ouvrir à d'autres disciplines, médecine chinoise, pourquoi pas, tout ce qui peut en fait se recroiser avec l'ostéopathie et l'approche holistique de l'animal. Et puis après, il y a le Génial. côté entrepreneur, donc faut être polyvalent, faut être proactif, hein, on va pas nous appeler comme ça. Tout seul, quoi. Donc, il faut un peu communiquer. Communiquer sur les réseaux, oui, mais pas forcément. Mais je pense que maintenant, de plus en plus quand même. Mais bon communicant aussi avec le propriétaire, savoir lui expliquer ce qu'on a fait, pourquoi. Bon communicant avec le vétérinaire, bon communicant, voilà. Donc, la communication, je pense. Ouais. Vous devez quand même vachement marcher au bouche-à-oreille, donc c'est hyper important, effectivement, de bien communiquer pour que les propriétaires, ils aient envie de vous recommander à un ami qui a aussi un animal avec un problème, quoi. Ça doit être super, c'est un critère super important, ça, je pense. Ouais. Ouais, et puis c'est nouveau. Donc, Mm. on explique toujours un peu ce qu'on fait, comment on va procéder. C'est pas quand Ouais. même, c'est quelque chose qui se développe, mais ça reste récent. Donc, il faut savoir réexpliquer, réexpliquer, puis s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face. On n'explique pas de la Ouais. même façon à tous les propriétaires. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as des conseils? Donc, il y a des jeunes là qui nous écoutent, qui veulent en faire leur carrière. Qu'est-ce que tu leur dis qu'est-ce que tu leur donnes comme bon conseil? Bien se renseigner, bien se renseigner. C'est un métier qui peut envoyer beaucoup de paillettes. Je pense que ça peut faire rêver pas mal de jeunes filles ou de jeunes hommes, mais parce que dans les écoles, c'est pratiquement que des filles. Ouais, on va être avec des animaux, mais on papouille pas des animaux toute la journée. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les études, c'est 5 ans. C'est 5 ans de travail, hein. C'est pas 5 ans comme le lycée. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut quand même se donner les moyens. Donc, voilà, c'est pas un métier tout mignon. Il faut avoir une certaine méthodologie de travail. Et parce que j'ai donné des cours en école d'ostéopathie. Et je vois qu'en première année, il y en a qui sont venus parce qu'il y avait un peu de lumière ici, quoi. Donc, c'est pas, on fait pas veto, donc on fait ostéo. Non, non. Après, je comprends qu'on puisse ne pas comprendre ce que c'est l'ostéopathie puisque c'est nouveau. Donc, essayer de se renseigner, d'écouter des podcasts. Je pense que ça peut être pas mal pour comprendre un peu comment on fonctionne. Demander de faire des stages. Je sais que ça, c'est compliqué parce que souvent, les ostéos, ils prennent pas
Ou alors demandez juste une journée, demandez pas une semaine, demandez une journée, comme ça on fait une journée intéressante. Et voilà. Prendre plusieurs témoignages d'étudiants aussi, pas que des gens sur le... Ouais, je comprends qu'en fait, c'est vraiment euh, passer au-delà du décor et de l'image un peu, tu vois, sympathique que tu peux avoir de ce métier-là pour se rendre compte de la réalité, quoi. Donc ça, c'est super important, quoi. Ouais, parce que ça Ok, donne ok. beaucoup, beaucoup envie. Là, il y a une vingtaine d'écoles qui existent. Il va y avoir, je sais pas combien de nouveaux sortants. Donc, il faut être vraiment 100% Attends, passionné. moi, je voudrais juste qu'on fasse une dédicace. C'est ton chien qui fait ce bruit-là? Oui, non, mais elle a décidé de pleurer aujourd'hui, Kinko. Et voilà, donc elle nous fait la voix off. Eh ben, écoute, on lui dit bonjour aussi. Parce que depuis tout à l'heure, elle me fait marrer. Mais là, le petit cri était sympathique. Euh, Oui, alors plus globalement, tu sais, j'aime bien aussi poser cette question-là. On dépasse complètement ton métier et tous les jeunes qui nous écoutent ou de par ton expérience et tu vois, de ton vécu, est-ce que toi, tu as eu un bon conseil d'orientation qu'on t'a donné et que tu voudrais transmettre? Ou un conseil qu'on t'a pas transmis mais que tu as appris? Je me souviens pas de conseils qu'on m'ait donnés que je voudrais transmettre. Mais moi, du coup, j'aimerais bien en transmettre. C'est de s'écouter et de pas forcément partir sur un métier qui a de la débouchée. Ça, c'est une phrase. Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'il y a des débouchés? Hmm. Bien sûr, il faut prendre en compte. On peut faire des études de marché. Je le conseille aussi pour les ostéos. Mais de s'écouter et de savoir vraiment si c'est un milieu qui nous intéresse. Parce que finalement, voilà, les journées de travail sont plus nombreuses que les journées de vacances. Donc, on va passer du temps à faire ça. Donc, si le matin, Ouais. on n'a pas envie de se lever de son lit pour aller travailler, c'est compliqué. Donc, voilà. Aimer et après, essayer de comprendre ce qu'on veut faire, ça, c'est aussi compliqué. Donc, se renseigner, être curieux, être proactif, ne pas hésiter à envoyer des messages, même si on n'a pas de réponse, c'est pas grave, on renvoie à d'autres personnes. Peut-être c'est pas le bon timing, renvoyer encore et encore. Moi, je suis la plus nulle pour répondre aux messages par mail ou parfois je réponds sur Insta à des jeunes. Je réponds pas à tous, mais voilà, si jamais vous m'en renvoyez 10, bah, au bout d'un moment, je vais répondre, quoi. Donc, un peu forcer le destin. Ouais, de demander de faire des stages, même s'il n'y a pas besoin de faire des stages obligatoires, même au lycée, par exemple. Ouais, ou si c'est pas des stages, ça peut se faire effectivement sous format de journée d'observation, quoi. Voilà. C'est ce que tu Parce disais qu'en tout à fait, l'heure, quoi. il y Ça, en je a trouve ça un, super. ouais, il y en a un obligatoire en troisième, mais ensuite, il n'y a rien, à moins que notre école nous en oblige, mais qu'importe Mm, qu'importe l'orientation. Et puis, c'est pas grave si on a commencé des études dans un domaine et qu'on veut changer de domaine aussi. Parce que même si c'est pas le même domaine, ça nous a forcément appris des choses. Une méthodologie ouais. de travail, une ouverture d'esprit, il y a forcément du bon dedans. Donc, Ouais, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la prépa vétérinaire, en ouais. fait. Hein, t'as bifurqué, mais n'empêche que tu as quand même vachement appris pendant cette prépa, ne serait-ce que dans la méthode de travail, dans la structuration, etc. Donc, ouais, bien sûr que tu apprends de chaque étape, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on le voit très bien, hein, les générations, là, les quarantenaires, cinquantenaires, il y en a plein qui veulent changer de métier, qui se disent Mm. bah, je suis plus alignée, c'est pas du tout ce que je veux faire, je vends des choses, ça m'intéresse pas du tout, ça va pas du tout avec mes valeurs et donc je me sens pas bien tous les jours. Donc autant faire quelque chose avec lequel on est aligné, même si par exemple c'est un métier qu'on va pas pratiquer de la même façon toute notre vie. Peut-être l'ostéopathie, après je vais la pratiquer différemment. Peut-être que je vais être formatrice, peut-être que je vais le faire plus en communication avec le podcast, j'en sais rien. Mais au moins quelque chose voilà, qui nous anime, quoi. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Je te rejoins complètement. Mais écoute, un grand merci, Mathilde, de t'être prêtée à cet exercice du podcast, même si tu le maîtrises un peu, bien que c'est pas toujours facile de passer de l'autre côté du miroir. C'est des fois plus simple d'interviewer les autres que de se faire interviewer. Ah, Donc, merci carrément, beaucoup. carrément. J'avais un petit peu peur, mais ça s'est bien passé. Tu mets à l'aise. Merci beaucoup, Julie. Ah, c'est gentil. Et avant de se quitter, en fait, tu sais que je demande à mes invités de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir? Alors, en fait, j'ai pensé par un ami qui fait un métier que je trouve super intéressant. Il fait de la conception, aménagement d'événements type festival, mais qu'avec des meubles palettes qui démontent ensuite après l'événement. Donc, c'est éco-responsable. Donc, il fait des aménagements, des scénographies, des scènes, des meubles, des bars, des chaises en palettes et il démonte tout derrière. Et donc, voilà. Il fait énormément de festivals dans Paris, etc. Et il est parti de rien tout seul et puis il part de rien aussi avec
son matériau qui est la palette principalement. Donc je trouve C'est ça. ça trop cool. Ça, c'est un métier complètement différent, hein. Je sais même pas quel titre, d'ailleurs, c'est la première question que je vais lui poser, c'est quoi le titre de ton boulot? Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Bah de rien. Merci à toi. Salut. Salut. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi. Pour rentrer en contact ou suivre les aventures de Mathilde, rendez-vous sur son compte Instagram Mathilde Ostéo. Et bien sûr, si le sujet du bien-être animal vous passionne, je ne peux que vous conseiller son podcast qui s'appelle Mordant. Alors, si tu veux donner un petit coup de pouce au podcast et donner la visibilité à ce super métier, n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcasts et puis surtout, fais du bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux à ton voisin journaliste, bref, aide-nous à faire voyager le podcast, s'il te plaît. Allez, je te dis à dans 15 jours pour la découverte d'un nouveau métier et d'ici là, vraiment, je te souhaite de très très belles semaines à toi. Ciao!